de France Culture, Guillaume Erner. Interrompu dans son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU par les rires moqueurs de ses pairs, Donald Trump mériterait pourtant d'être à la fois pris au sérieux et écouté avec attention. Déjà accueilli à l'époque avec un mélange d'amusement, de scepticisme, les promesses de campagne du candidat Trump de détricoter l'héritage Obama, de mettre à plat le système diplomatique international au seul profit de l'America First, sont aujourd'hui devenus des réalités. Retrait des accords de Paris, dénonciation des accords de Vienne sur le nucléaire iranien, en passant par ses attaques contre l'OTAN, l'UNESCO, la Cour pénale internationale et tout organisme et traité qui ressemble de près ou de loin à une forme de coopération interétatique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Grosser. Bonjour Pierre Grosser, vous êtes enseignant en histoire, vous êtes spécialiste de l'Asie, vous avez publié L'histoire du monde se fait en Asie aux éditions Odile Jacob, et puis vous êtes aussi spécialiste du diable, mais du diable dans les relations internationales, et on en parlera aussi puisqu'il est de plus en plus question de diable. Il y en a de plus en plus aujourd'hui dans le monde. Mais tout d'abord, puisque l'on dit que Donald Trump détricote ce système diplomatique international, un système qui était fondé sur un mot qui n'est finalement pas aussi clair que cela, le mot de multilatéralisme. Expliquez ce qu'est le multilatéralisme, expliquez-le nous et expliquez-nous pourquoi ce terme est aujourd'hui devenu désuet. Alors, il faut partir de quelque chose qui est assez spécifique, c'est-à-dire que sur la scène internationale, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président du monde, il n'y a pas d'État mondial. Donc, on a un certain nombre d'États qui sont juridiquement égalités, mais qui en fait sont assez inégaux. Et donc, pour se mouvoir dans ce monde-là, soit vous faites de l'unilatéralisme, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez pour défendre vos intérêts. Pensez à Adolf Hitler, qui évidemment s'intéressait peu à des alliances, s'intéressait assez peu aux intérêts des autres. Le bilatéral, c'est le mode traditionnel, on discute avec quelqu'un, soit pour essayer de le faire plier, soit évidemment pour en faire un allié. Et face à des défis qu'on imagine communs, notamment le défi de la sécurité après 1945, eh bien on s'est dit que c'était peut-être mieux de se mettre tous ensemble autour de la table et d'essayer de tamiser les rivalités d'intérêts, de tenir compte des intérêts des autres, de tamiser aussi les rivalités de puissance en parlant ensemble face à des défis qui sont communs. Alors les défis communs, ça a été la paix et la sécurité pendant assez longtemps, ça peut être l'environnement, ça peut être les questions de migration, ça peut être tout un tas de questions, et c'est ça qui donne parfois des organisations internationales qui, elles, finalement, figent ce système multilatéral. Mais alors, on a tendance à dire que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Est-ce que finalement ce multilatéralisme, ça n'est pas uniquement le fait de bien comprendre son intérêt en tant qu'État? Si par exemple les États-Unis n'ont plus d'intérêt à s'allier avec d'autres, pourquoi persisterait-il dans le multilatéralisme, Pierre Grosser? Alors, ça a d'autres vertus, c'est-à-dire que ça permet de ne pas avoir quand on discute avec, par exemple, les Européens, que les Européens n'aient pas l'impression que les États-Unis sont trop forts, puisqu'ils discutent avec tous les Européens. Donc ça tamise, d'une certaine façon, encore une fois, la puissance américaine. L'autre chose, c'est qu'on a l'impression que c'est plus efficace. Et il y a depuis très longtemps tout un discours sur il faut un multilatéralisme plus efficace, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas toujours efficace pour régler les problèmes du monde. Mais si vous voulez, la grande question, c'est effectivement, à partir de quand est-ce que vous considérez que le fait d'appartenir à des organisations multilatérales fait des amis de ceux avec qui vous discutez, ou en tout cas des compagnons de route pour lutter contre un certain nombre de problèmes, ou alors que vous avez l'impression que ces amis sont des passagers clandestins, c'est un terme qui est utilisé très souvent par M. Trump, c'est-à-dire des gens qui profitent de votre puissance, parce qu'évidemment, dans ce système multilatéral, ces organisations multilatérales, il y a bien quelqu'un qui paye. Et les Américains ont souvent l'impression de payer plus, que ça soit dans l'OTAN, que ça soit à l'ONU, ou que ça soit ailleurs. Mais alors, justement, dans le discours de Donald Trump, on a l'impression que Donald Trump et donc les États-Unis n'en font qu'à leur tête, qu'ils dominent le monde. Et il y a en une du New York Times aujourd'hui un article très intéressant de Thomas Friedman, c'est un éditorialiste important aux États-Unis et au New York Times, et celui-ci évoque la guerre entre la Chine et les États-Unis, et il dit tout d'abord, en substance, la Chine est aujourd'hui beaucoup plus puissante que les États-Unis sur le plan commercial. Alors il cite par exemple un chiffre, il dit voilà, il y a 20 ans, deux des premières sociétés en haute technologie étaient chinoises. Aujourd'hui, sur les 20 premières, il y en a 9.
et il cite une blague aussi, issue d'un film Crazy Rich Asians, des Asiatiques très riches. C'est un film à la mode aujourd'hui aux États-Unis. Et dans ce film, la blague, c'est si tu ne termines pas ton assiette, pense aux pauvres Américains. Est-ce que finalement, ce face-à-face entre les États-Unis et la Chine est véritablement au bénéfice des États-Unis? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà perdu cette bataille? Alors ça fait partie des très grosses discussions aux États-Unis aujourd'hui, et notamment de savoir si oui ou non la Chine est en passe de rattraper les États-Unis, voire s'ils l'ont fait déjà. Il y a quand même un certain consensus pour dire, si on prend tous les aspects de la puissance, et ils sont quand même très nombreux pour essayer de comprendre la hiérarchie des puissances, la Chine n'a pas encore rattrapé les États-Unis. Après, la question, c'est évidemment le trend général, la tendance générale, et on peut dire que si c'est pas maintenant, c'est dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et la grande question qui se pose aux États-Unis, et d'ailleurs pas seulement aux États-Unis, c'est de savoir si les Chinois n'ont pas profité des règles du jeu que nous avions instaurées, notamment dans les années 90 avec le libéralisme, le néolibéralisme, le fait que d'une certaine façon les Américains comme les Japonais ont favorisé finalement ce développement de la Chine à partir de la fin des années 1970, et qu'on sait d'une certaine façon tirer une balle dans le pied. Par exemple, il y avait cette idée au début des années 90 que le monde, ça allait être très très simple, c'est en gros les emplois à haute valeur ajoutée allaient être aux États-Unis, et on allait donner des ordres aux petits Chinois qui allaient fabriquer les produits. Et puis on s'est aperçu que évidemment il n'y avait aucune raison que les petits Chinois, comme on disait, continuent à fabriquer des produits, j'allais dire, uniquement avec leurs petites mains, et donc ils sont montés en gamme technologique et qui sont devenus une grande puissance commerciale. Et donc évidemment la vraie question, c'est est-ce que ces règles du jeu qui sont plutôt euro-américaines, notamment dans le cadre de l'OMC, n'ont pas profité plus aux Chinois qu'aux Européens, aux Américains. Mais oui, mais alors ce qui donne, par exemple, dans l'article de Thomas Friedman qui est très hostile à Trump, et il dit finalement, eh bien oui, les États-Unis doivent se confronter à la Chine. Alors effectivement, vous avez un certain nombre de gens qui disent c'est pas nouveau, ça fait quand même une dizaine ou une quinzaine d'années. En gros, c'est le milieu des années 90 où la menace japonaise, parce qu'à cette époque-là, c'était plutôt le Japon, jusqu'au début des années 90, qui semblait menacer le modèle économique américain et passer devant les États-Unis. D'ailleurs, Trump a commencé sa carrière en dénonçant le Japon. Qu'à partir du milieu des années 90, on parle de menace chinoise. Menace chinoise d'abord économique, et puis petit à petit ça a été une menace stratégique. La grande question, c'est est-ce que cette montée en puissance, qui peut être un relais de l'hégémonie américaine, va provoquer une guerre? Et aujourd'hui, on analyse énormément, et à mon avis à tort, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire, la rivalité entre l'Angleterre et l'Allemagne à la veille de 14. Et beaucoup de gens interprètent encore une fois à tort. Pourquoi ça n'a rien à voir? Alors, je vais déjà rappeler, donc cette idée, il y avait une Pax Britannica, c'était les Britanniques qui dominaient, il y a eu déclin britannique, et en même temps un challenger qui était l'Allemagne. Ça n'a pas grand-chose à voir, parce qu'à l'époque, il y avait d'abord une rivalité franco-allemande, et surtout, un des grands problèmes, c'était la Russie. Et l'Allemagne n'est pas rentrée en guerre par rapport à l'Angleterre, elle est très largement rentrée en guerre par rapport à la Russie, qui était en train de remonter en puissance. Donc la focalisation sur les relations entre l'Angleterre et l'Allemagne sont un peu illusoires. En revanche, ce qui est évidemment l'autre option, c'est que les Chinois ne soient pas les Allemands des Britanniques, ou l'équivalent des Allemands pour les Américains, mais soit l'équivalent des Américains pour les Britanniques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de guerre entre les Britanniques et les Américains, mais les Américains, en fait, ont pris le relais de l'hégémonie britannique entre les années 20 et les années 30, voire les années 40. Et donc, un certain nombre de gens disent, laissons finalement faire le temps, on va avoir une espèce de co-hégémonie entre Américains et Chinois pendant un moment, et puis on va voir ce que ça donne, et peut-être finalement aussi, c'est une question qu'on peut poser, qu'est-ce que va donner une hégémonie chinoise si finalement elle se met à l'unisson d'un certain nombre de pratiques qui sont favorables à tout le monde? Et ça, c'est une question évidemment qu'on se pose évidemment en Asie, avec des gens qui sont finalement assez favorables à la montée en puissance de la Chine. Alors, hégémonie chinoise, il y a quand même un bémol lorsqu'on parle du multilatéralisme. Le multilatéralisme consiste à passer des alliances. Est-ce qu'un pays sans... C'est pas forcément... Les alliances, c'est normalement des alliances bilatérales marquées. C'est pour éviter d'une certaine façon les alliances. Mais alors, lorsque l'on est un pays isolé, et justement la question se pose pour la Chine, qui sont ses alliés aujourd'hui? Est-ce que l'on peut considérer qu'un pays qui a moins d'alliés que les États-Unis, parce que les États-Unis aujourd'hui demeurent encore insérés
malgré tout avec le Canada, aussi dans des relations proches, conflictuelles certes, mais malgré tout qui existent, par exemple avec le Mexique. Est-ce que dans ce monde-là, un univers sans accord, sans alliance est possible ? Alors d'abord, la Chine a une relation avec les alliances, j'allais dire très traditionnelles, difficile, parce que sa vraie grosse alliance, c'était avec l'Union soviétique, et ça s'est assez mal passé, d'où le schisme sino-soviétique des années 1960 et une quasi-guerre, enfin une petite guerre en 1969 entre les deux. Donc il n'y a pas vraiment d'appétit pour les alliances, même si aujourd'hui avec la Russie, on discute de savoir est-ce qu'il peut y avoir un jour une alliance entre la Chine et la Russie, qui d'ailleurs ne serait pas très intéressant pour les intérêts américains, vous pouvez bien le comprendre. À côté de ça, il ne faut pas imaginer que la Chine est isolée, d'abord parce qu'elle est membre de toutes ces organisations internationales, et elle prend de plus en plus de place dans ces organisations internationales. Je vous rappelle que parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Chine qui envoie le plus de casques bleus sur le terrain. Aujourd'hui, elle monte en puissance et elle demande de monter en puissance dans le FMI. Donc, si vous voulez, ce à quoi on insiste aujourd'hui, c'est à la fois que la Chine prend de plus en plus de poids dans ces organisations multilatérales traditionnelle, et en même temps, comme elle a l'impression sans doute qu'on ne lui fait pas suffisamment de place, elle est en train de créer ses propres organisations ou finalement ses propres manières de faire, avec notamment cette fameuse route de la soie. Continuons à revisiter ce monde de plus en plus compliqué en votre compagnie, Pierre Grosser, vous qui êtes enseignant en histoire et en relations internationales à Sciences Po. Vous parliez des relations sino-soviétiques, ça c'était avant. Le rôle de la Russie aujourd'hui dans ce nouveau tableau complexe? Ben justement, c'est toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que le pivot de la Russie vers l'Asie, on avait longtemps parlé du pivot des États-Unis vers l'Asie à l'époque d'Obama, mais on aperçoit une forme de pivot russe vers l'Asie. Est-ce que ce pivot va être durable ? Pour certains, il est uniquement lié aux tensions depuis 2013-2014 avec l'Occident, pour aller très très vite, notamment sur la Crimée, l'Ukraine, les sanctions occidentales, etc. Et donc, j'allais dire dépiter. Poutine, qui ne rêve que d'être reconnu à l'intérieur de l'Occident, se précipiterait vers l'Asie uniquement pour se faire rappeler à l'ordre et tirer par la manche, reviens Vladimir, on a besoin de toi. Bon, dans la réalité, cette orientation vers la Chine et vers l'Asie, qui est quand même l'endroit où on fait des affaires aujourd'hui, où il y a de l'argent, eh bien c'est quelque chose qui est relativement ancien. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture totale avec l'Occident et que l'Occident n'intéresse pas la Russie, bien entendu, mais c'est une évolution qui est assez à long terme. Et plus vous avez des tensions évidemment entre Américains et Russes, et surtout entre Européens et Russes, eh bien plus c'est difficile d'imaginer que la Russie prendra de la distance avec la Chine, qui encore une fois est des capitaux. La seule chose qui évidemment à poser comme question, c'est est-ce que finalement la Russie peut accepter de devenir le partenaire junior, le junior partner de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rapports de puissance par rapport à cette époque sino-soviétique se sont totalement inversés. C'est la Chine la puissance. Alors, dans ce contexte-là, on se demande quel rôle peut jouer la France. Écoutons Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU. Je sais que défendre la coopération et le multilatéralisme peut ne plus être à la mode. Alors ne soyons pas à la mode. Parce que nous le devons à ceux qui nous ont permis d'être assis là. Parce que n'oubliez jamais que les génocides qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui, ils étaient nourris par les discours auxquels nous nous habituons. Parce qu'ils ont été nourris par les succès d'estrade que nous applaudissons. Parce que nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non, moi je ne m'y résous pas. N'acceptons pas toutes ces formes d'unilatéralisme. Chaque jour, ces pages déchirées, ces trahisons à notre histoire. Moi, je ne m'y habitue pas. Alors je vous le dis très clairement, le siècle qui s'ouvre nous regarde et nos enfants nous attendent. Réglons les crises, œuvrons ensemble à lutter contre toutes ces inégalités. On entend le point sur le pupitre, Pierre Grosser. Au-delà du point, dans quelle mesure la France peut peser dans ce monde-là ? Alors, peser dans ce monde-là, ça c'est une vraie question. D'une part, il faut bien comprendre que pour la France, il y a quand même ce passé d'avoir une société des nations qui est née après la Première Guerre mondiale,
qui a échoué parce que les États ont échoué à la faire tenir, qui a eu les années 30, donc la Deuxième Guerre mondiale, et on a reconstruit l'ONU en 1945, l'OTAN en 1949, qui, dans l'acception commune, et sans doute ça a une grande part de réalité, ont permis de maintenir la paix. Alors qu'est-ce que la France peut faire? Eh bien, dans le discours de M. Macron, c'est de dire, il faut faire plus parce que les défis communs sont importants, et vous savez que le climat, pour certains, est le défi commun. Et normalement, ça devrait souder tout le monde. On n'a pas... Tout à l'heure, je vous ai dit que chaque État, finalement, était autonome et qu'il n'y avait pas un gouvernement mondial. Mais si on a un défi commun, c'est-à-dire par exemple la question du climat, du réchauffement climatique, à la limite on peut se mettre tous ensemble, et ça c'est un discours qu'on entend depuis très très longtemps. Donc il faut faire plus. L'idée c'est aussi de faire mieux. C'est-à-dire que, et ça a été quand même des choses importantes à l'intérieur de son discours, de dire qu'il y a quand même eu des échecs de ce multilatéralisme, des échecs de cet ordre économique international, etc. Donc il faut faire mieux. Et puis ce qu'il a dit, c'est qu'à partir du moment où vous avez les États-Unis, les Chinois, les Russes qui traînent les pieds, il faut faire autrement. Il faut faire autrement, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres formes de coopération peut-être moins nombreuses, des coopérations thématiques, et finalement c'est un petit peu ce qu'il dit aussi pour l'Europe, c'est-à-dire qu'il faut faire plus, qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire autrement. La seule différence, c'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, vous pouvez dire que vous pouvez essayer de faire pression sur la petite Hongrie, sur la moyenne Pologne, pour les faire, j'allais dire, rentrer dans la ligne, tandis qu'à l'échelle internationale, la France, ça va pas être facile de faire pression, si jamais on essaye réellement de faire pression, mais je crois que c'est vraiment l'objectif de M. Macron, en tout cas pour les États-Unis, et peut-être sur la Chine et la Russie, pour les ramener dans le jeu, parce que, encore une fois, les défis sont considérables. Mais l'Europe, justement, de qui parle-t-on aujourd'hui? Jadis, on se demandait quel était le numéro de téléphone de l'Europe. Aujourd'hui, on a du mal à se dire que tous ces pays, vous dites la petite Hongrie, la Pologne, la France, l'Allemagne, les intérêts sont-ils convergents? Les représentations du monde sont-elles convergentes, Pierre Grosser? La réponse est simple, c'est non. Alors, dans la ces conditions, simple, que fait-on? non. Eh bien, si M. Macron tape sur le pupitre, c'est qu'il faut convaincre. Et donc, c'est tout le problème de la diplomatie française depuis quand même assez longtemps, parce que, souvenez-vous quand même du président Chirac sur la terre qui brûle, etc., notre monde qui brûle. Eh bien, c'est qu'on a une puissance de conviction, mais nous sommes maintenant une puissance qui a les moyens, quelques moyens diplomatiques, mais de moins en moins, parce qu'on sucre quand même assez largement les crédits de la diplomatie. Or, il faut créer des alliances, aller voir les gens, convaincre, etc. aussi, j'allais dire de façon bilatérale pour les amener vers le multilatéral. Et puis, nous sommes, par rapport à la Chine maintenant, par rapport à des pays émergents, nous ne sommes pas une très grande puissance. Il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que votre optimisme, ou en tout cas notre capacité à nous, Français, à peser dans ce jeu-là, est faible. Eh bien, tout le problème est de trouver des marges de manœuvre, pour convaincre, notamment par le discours, et essayer de créer des alliances sur tout un tas de sujets.